Salut les primates. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler de deux films au sommet. J'ai nommé 2001, l'Odyssée de l'espace, et Solaris. Déjà d'un côté, vous connaissez le très célèbre 2001 de Stanley Kubrick. Bon, pour résumer le film, c'est un robot dans l'espace qui veut tuer tout le monde, sauf qu'il y a des monolithes noirs qui viennent de prendre du LSD avec des cosmonautes, puis il y a des singes qui jettent des eaux très haut dans l'espace. Enfin bon, comme vous l'avez compris, l'histoire est plutôt mystérieuse, et les liens entre les différents épisodes sont plutôt obscurs. Avant de faire ce film, Stanley Kubrick venait justement de réaliser le film Docteur Folamour, une sorte de comédie à l'humour grinçant sur la guerre froide. Quand Kubrick sortit l'Odyssée de l'espace en 1968, il fut aidé par les ingénieurs de la NASA. C'est alors que l'Union soviétique décida de contre-attaquer avec Solaris en 1972. Et oui, nous voilà en face du rival soviétique de l'Odyssée de l'espace, qui n'en est pas une copie, mais plutôt un anti-2001. L'histoire de Solaris se situe sur une planète mystérieuse dotée d'une conscience propre. Sur la station en orbite, l'équipage se retrouve nez à nez avec de mystérieux visiteurs qui prennent la forme de leurs souvenirs. Nostalgiques ou douloureux, les personnages font face à leur propre passé. Le réalisateur russe, Andrei Tarkovsky, était un cinéaste reconnu dans son pays et à l'international. Aujourd'hui, on le connaît surtout grâce à son film Stalker, qu'il réalisa en 1979. Et disons-le tout de suite, ça n'a rien à voir. Tarkovsky a un style très original et très différent de ce qu'il se faisait à l'époque. Pour vous remettre dans le contexte, la fin des années 60 est marquée par la crise de la guerre froide qui bat son plein, et surtout dans le domaine de la conquête spatiale. C'est justement dans ce contexte que les deux films se sont bel et bien opposés. Les deux camps devaient alors donner la meilleure image possible de leur nation dans ce domaine. Alors que 2001 est l'adaptation du best-seller d'Arthur C. Clarke, Solaris était également l'adaptation d'un livre à succès écrit par Stanislav Lem. Alors, deux classiques de la SF adaptés par deux maîtres du cinéma? Ça vaut bien un duel. Alors voilà un angle peu conventionnel pour commencer ce duel, mais on ne peut pas passer à côté. 2001, l'Odyssée de l'espace est encore aujourd'hui un film de référence dans le domaine des effets spéciaux et des trucages. Et c'est pas George Lucas qui va dire le contraire. When 2001 first came out, I was in film school, which obviously it had a huge impact on me. Sans déconner. Comme je le disais au début de la vidéo, Stanley Kubrick préféra faire appel à des ingénieurs de la NASA plutôt qu'à des décorateurs de studio pour créer les vaisseaux. Avant ce film, la science-fiction était synonyme de carton-pâte et de trucage bon marché. Si tous les réalisateurs ont pris le pli depuis 2001 de donner un réalisme à un univers de science-fiction, Tarkovsky fit tout l'inverse. L'univers de Solaris est bien plus fantasmé que technologique. Il y a très peu de scènes spatiales et d'effets spéciaux en général à proprement parler. En fait, Tarkovsky partit totalement à contre-courant de ce qui se faisait à son époque pour proposer un film moins visuel et plus introspectif. Solaris est sorti 4 années après 2001, et il faut se rappeler qu'entre-temps, l'homme a marché sur la Lune. Pour Tarkovsky, nous ne sommes plus à la démonstration technique de nos capacités à voyager dans l'espace. Mais justement, nous sommes à l'étape suivante, celle d'appréhender l'univers infini qu'à présent nous pouvons parcourir sans difficulté. En réalité, la technologie n'est pas au centre de Solaris, c'est plutôt l'humain, ou plutôt son âme, ses désirs, ses aspirations, sa sensibilité au monde, dont l'art est un intermédiaire puissant. Le point revient à 2001, grâce à l'héritage qu'il laissa dans le monde du cinéma et des effets spéciaux en général. Mais peut-on le comparer à un film qui s'en contrefiche et qui délaisse volontairement cet aspect au profit d'un autre ? Pour la profondeur des personnages dans 2001, on a un robot qui ressemble à un point rouge et qui a le mérite de prendre conscience de lui-même. Bien que ça la rende plutôt... agressif. En dehors de Hal, la psychologie des personnages n'est pas très poussée. Dave ne fait jamais part de ses pensées et on sait très peu sur sa vie et sur ses motivations. Dans Solaris, bien au contraire, tous les personnages sont forts d'un caractère, d'une sensibilité, voire même d'une vision philosophique de la vie. Cet océan qui matérialise les souvenirs des cosmonautes les met face à leurs contradictions. Il les pousse à s'accepter ou à se haïr, tant la vision de certains souvenirs est intenable pour certains. Comme dans le film Stalker, Tarkovsky met l'homme à l'épreuve de lui-même, avec pour seul déclencheur cet océan qui devient un miroir de l'âme humaine. Tarkovsky, 1 point.
La mise en scène, c'est un domaine assez vaste, mais je vais quand même vous parler de quelques points qui me semblent essentiels. Les musiques des deux films sont magnifiques. D'un côté, on a exclusivement du classique avec la valse de Johann Strauss, et la prophétique annonce de Richard Strauss. Pour Solaris, on reste sur du classique avec Jean-Sébastien Bach. Mais aussi la musique d'Edouard Artemiev, sorte de Pink Floyd soviétique, fou des synthétiseurs des années 70. Vous êtes à présent sous mon emprise mentale. Donnez-nous tout votre argent ou au moins mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne du singe. Bisous. Côté montage, les deux films jouent sur un rythme lent et contemplatif, avec des façons de faire très différentes, mais toutes les deux bien pensées. Par exemple, c'est dans 2001 que nous trouvons ce célèbre raccord. Vous voyez, d'une simple coupe, on réussit à faire un bond de plusieurs millions d'années. Esthétiquement, cela est possible entre la ressemblance entre l'os et le vaisseau, mais l'idée de ce raccord raconte l'évolution de l'outil en une fraction de seconde. Knight takes bishop. Mate. Pour Solaris, le montage ne veut pas se montrer significatif que cela, si lourd de sens. On est plutôt là pour illustrer le vagabondage de l'esprit. Il raccorde un plan par rapport à ce qu'il peut évoquer. Par exemple, lorsque la vue d'un tableau fait ressurgir un souvenir d'enfance. Ou lorsqu'en plein hiver, un enfant se retourne pour voir sa mère, et sans réelle continuité logique, on la retrouve en plein été, dans une vision poétique et irréelle. Les deux films font apparaître des entités aux consciences supérieures, comme l'océan de Solaris ou les monolithes noirs. On a aussi des thèmes récurrents comme l'immortalité ou la résurrection, forcément psychédélique chez l'un et mystique chez l'autre. On est face à deux expériences transcendantales qui tentent de saisir l'âme de l'humanité de façon très personnelle, ce qui met selon moi les deux films à égalité. Voilà, pour ceux qui ont déjà vu et aimé 2001, je vous invite à découvrir Solaris. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas un film spectaculaire au sens visuel du terme, mais l'idée de fond est réellement bouleversante, bien autant que la fin du film de Kubrick. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de nous lâcher un petit pouce bleu. Merci pour vos encouragements, vous avez été très nombreux à nous en faire et nous vous en remercions. En attendant le prochain épisode, nous vous invitons à voir ce recut des deux films. Allez, salut les primates!